Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que je suis en déplacement, donc je n'ai pas accès à mon matériel habituel qui est plutôt de qualité. J'enregistre seulement avec mon téléphone, donc je vous prie de m'excuser, la qualité de l'enregistrement ce ne sera peut-être pas aussi bonne que d'habitude, mais voilà, c'est exceptionnel, ce sont les conditions du réel. Alors la semaine dernière, nous avons parlé justement du sens du réel, en disant que le chef, c'était celui qui était capable de passer de la théorie à la pratique, c'est-à-dire de se confronter aux dures réalités de la vie sans perdre les pédales, sans se décourager et en étant force de ressources, d'opportunités pour contourner les obstacles, les dépasser, trouver une stratégie, utiliser des forces contraires en vue justement de bien les capter et s'en faire une force. Et je vous avais donné des exercices à faire la semaine dernière. Donc, il fallait rayer de votre vocabulaire les superlatifs trop bien, merveilleux et extraordinaires. Il fallait lire un article de 4 pages et essayer d'en dégager l'essentiel en 5 lignes. Et chaque fois qu'on vous rapportait un événement, il fallait essayer de vérifier ce qui était vague, imprécis ou faux. Donc j'espère que vous avez pu faire ces exercices. Si vous ne les avez pas fait, c'est pas grave. Il va falloir essayer de les faire cette semaine, ou en tout cas tout en écoutant ce podcast, parce que ce sont des exercices qui vous permettent de mieux vous rendre compte de ce que vous êtes vous-même, de mieux vous connaître, et puis d'essayer de trouver des pistes d'amélioration. Alors la petite méditation de fin d'épisode de la semaine dernière, c'était « Pourquoi tant d'hommes ne voient pas le réel ? Classez les causes et tirez-en les conclusions ». Alors moi, j'ai essayé de le faire, et du coup, pour moi, les causes sont les suivantes. Premièrement, il y a la paresse, c'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas envie de se fatiguer, de devoir se casser la tête face au réel, parce qu'ils préfèrent finalement être un peu confortablement assis sur leur chaise et tenir un discours, mais dès qu'il faut des actes, c'est trop compliqué. Pensons en particulier à nos hommes politiques. Il y a la peur, parce que souvent la montagne nous semble infranchissable. On se dit qu'on va pas y arriver, que c'est trop compliqué, donc on abandonne et on se réfugie dans la théorie. Il y a aussi le confort intellectuel. On n'a pas envie de se remettre en cause et on n'a pas envie d'être bousculé dans nos petites certitudes. Il y a aussi des habitudes sociologiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un habitude sociologique ? C'est la pensée dominante du milieu dans lequel on vit, de l'environnement dans lequel on est. Donc c'est tous les slogans, c'est tout ce qui nous le prête à penser en quelque sorte. Et puis, dernière cause, pour moi, c'est le manque d'expérience. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis vraiment les mains dans le cambouis, on est toujours resté à la position assez facile de celui qui parle confortablement assis dans son canapé, mais jamais à celui qui sort de chez lui pour agir. Donc, on n'y connaît rien, en fait, dans le fond, et on est purement un théoricien. Donc, comment faire ? Eh bien, quelle conclusion en tirer ? Déjà, c'est pour vaincre la paresse, il faut être besogneux, il faut cultiver le sens de l'effort, il ne faut pas se décourager face à la tâche, il faut dire que c'est normal dans la vie de travailler, de faire les efforts. Plus de toute façon la situation économique va se dégrader, plus il va falloir à chacun de nous qu'on se sorte les doigts et qu'on bosse comme des dingues, donc c'est normal. Il faut aussi, pour vaincre la peur, pour moi je pense que c'est vraiment la foi, c'est la confiance en Dieu, ça va être d'ailleurs un peu le sujet de cet épisode. Dans la vie, il faut faire confiance dans le réel, il faut être stoïque. Donc qu'est-ce que c'est qu'être stoïque ? C'est accepter les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. C'est de se dire finalement là, dans l'instant présent, je me concentre sur le présent, je pense ni au passé ni au futur. Je suis capable de tirer une certaine forme de force dans les événements tels qu'ils arrivent, en les acceptant. Ensuite, pour moi, c'est d'accepter le doute. Pour sortir du confort intellectuel, parfois dans la vie, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de certitude, où il va falloir remettre en question ces certitudes, il va falloir accepter de penser. Beaucoup de gens refusent de penser par eux-mêmes, de réfléchir, de débattre, être capable de changer d'avis. On dit seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, je pense que c'est très vrai. Dans la vie, il faut être capable de temps en temps de se remettre en question. Et puis, par rapport aux habitudes sociologiques, il faut sortir de ces certitudes. Éviter les poncifs, refuser tout ce qui est un peu de l'ordre du prêt-à-penser facile. Typiquement, encore une fois, j'ai rien forcément contre la chaîne CNews, mais si vous voulez, on voit un peu parfois le côté, on écoute ça à longueur de temps, et du coup, il y a plein de poncifs où c'est toujours, on a des critiques faciles.
des visions un peu faciles, des choses qui reviennent tout le temps, et surtout chez les Français où on est les champions un petit peu pour la critique facile. Parfois il faut être capable de remettre un peu en question les critiques, les causes, etc. Et puis par rapport au manque d'expérience, déjà pour se faire l'expérience, avant même déjà de passer à l'acte, c'est important de se documenter, de regarder la vie des autres, de lire en fait des biographies, des livres d'histoire, des vies de saints, et puis de se confronter au réel, c'est-à-dire de passer à l'acte, de sortir de la théorie et de faire des choses. Peut-être accepter aussi de se planter, mais en fait c'est toujours en se plantant qu'on va réussir à faire mieux. Aujourd'hui, c'est la 3e leçon de notre série donc consacrée à l'école des chefs du Père Gaston Courtois. Et on va parler de la foi en la grandeur et en la beauté de la tâche. Premier conseil que nous donne le Père Gaston Courtois dans cette leçon, c'est croire en ce que tu fais et si tu veux que ta mission aboutisse. Donc déjà, il faut se dire que si tu es là, à ton poste, sans foi dans la tâche que tu dois faire, eh bien, tu vas être voué à la stérilité. C'est-à-dire que tu vas ne rien produire, tu vas céder à la paresse, à l'égoïsme. Un vrai chef, dans le fond, c'est quelqu'un qui se dépasse. C'est quelqu'un qui fait des sacrifices et parce que justement, en fait, on pourrait dire dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent y aller, qui veulent vraiment leur objectif, et puis ceux qui n'y croient pas, et ceux qui veulent, c'est ceux justement qui réussissent. La victoire, elle s'impose à ceux qui sont capables de faire des sacrifices. Donc concrètement, si tu as l'impression que ton travail ne sert à rien, tu vas très vite finir par faire les choses à moitié. Et c'est justement une question hyper importante dans la société d'aujourd'hui, qui est celle du sens du travail. J'ai été confronté à ça quand j'étais en agence de publicité. Mon métier, ça consistait à produire du contenu sur les réseaux sociaux, et ce contenu sur les réseaux sociaux, son objectif, c'était de créer un peu un imaginaire et un désir chez un consommateur en touchant des classes moyennes pour leur faire acheter des voitures donc censées être de l'automobile premium, parce que c'était une marque d'automobile premium, mais en fait à l'intérieur de la carrosserie très belle, très jolie de voitures allemandes assez chic, c'était un moteur de voiture française plutôt bas de gamme. Et du coup, en fait, quel était notre objectif ? C'était de faire en sorte que les gens achètent des crédits pour s'acheter ces voitures parce qu'ils n'avaient même pas les moyens de se les payer. Donc finalement, au bout de quelques semaines, quand j'ai compris finalement quel était l'objectif du métier, qu'est-ce qu'attendait de moi le client, j'ai vite commencé à trouver ça inutile, absurde, et donc je me suis vite réfugié dans une forme de travail bâclé, c'est-à-dire que je me contentais de faire le minimum de ce qu'on attendait de moi. J'allais au bureau, je faisais mes horaires de travail, mais je me barrais dès que je pouvais me barrer, et voilà, je répondais à ce qu'on me demandait, mais je ne faisais pas du tout de zèle dans mon métier. Parce que en fait, ce métier me paraissait absurde. Et du coup, le reste du temps, ma journée, je le passais à bosser sur mes projets d'association, sur lesquels j'étais totalement bénévole, mais parce que là, j'y voyais du sens, ça me motivait. Donc, en fait, en gros, c'est ça où il faut bien comprendre les choses, c'est que dans la vie, on ne fait les choses que parce qu'il y a du sens à les faire. Et c'est même important aussi par rapport aux gens que vous avez en tant que subordonnés. Si vous êtes capable de leur faire comprendre le sens de la mission dans laquelle vous les emmenez, vous allez pouvoir les faire aller loin. Si au contraire vous vous contentez de leur tenir un discours purement de tâches à effectuer comme des robots, vous allez en fait traîner des boulets avec vous, ça n'aura aucune raison d'être. Donc c'est vraiment le sens du travail qui change tout. Et je pense que vous avez peut-être vu dans votre vie, que ce soit des prêtres, des militaires, des enseignants, qui donnent l'impression de pas croire dans ce qu'ils font parce que, extérieurement en tout cas, ils donnent tous les signes de s'économiser, de pratiquer l'art du moindre effort, et pour moi c'est un gâchis énorme, quoi. En fait, un prêtre qui se contenterait juste de donner les sacrements et puis de rentrer chez lui le reste du temps, etc. Alors c'est très beau de donner les sacrements, c'est la plus haute grandeur en soi, parce que c'est le canal de la grâce, mais se limiter finalement au moindre effort, au strict minimum, au minimum syndical comme on dit, c'est du gaspillage. Ça montre justement qu'on n'a pas compris la grandeur de sa tâche. Donc deuxième conseil, c'est de s'enthousiasmer de son métier. Il faut être capable de voir dans chaque tâche
évidemment une tâche qui a un minimum de sens, de la beauté. Donc c'est tout le problème aujourd'hui. Je vous renvoie vers un livre de David Graeber qui s'appelle Bullshit Jobs. C'est un sociologue et économiste américain et qui montre que justement on est dans une société des métiers absurdes. Bullshit, ça veut dire, c'est pourri quoi, job à la con. Ça se traduit comme ça en français, parce que c'est des métiers qui servent à rien, en fait, qui servent à du non-sens. Donc évidemment, si vous êtes dans ce genre de métier, quittez-les, et on en reparlera un peu après. Mais il faut comprendre que normalement, dans un métier qui a du sens, il peut y avoir des tâches qui semblent, en apparence, ne pas en avoir. Prenons l'exemple du chantier d'une cathédrale. Sur le chantier des cathédrales, il y avait des mecs, leur métier, c'était juste de porter les grosses pierres. Donc le gars, il pourrait se dire, mon métier, c'est absurde, parce que je suis manutentionnaire, en fait. Je porte des cailloux, je m'explose le dos, je vais faire ça toute ma vie. Enfin, c'est vraiment le métier, voilà. Mais en fait, si le gars, il se dit, mais en gros, mon métier, là, je suis en train de construire une cathédrale. C'est juste magnifique. Donc, dans tout métier, il y a ce genre de tâches. C'est le rangement, c'est faire de la vaisselle, c'est faire de l'administratif, quelle horreur. C'est nettoyer des trucs, voilà. Il y a des corvées. Mais il faut être capable, justement, de replacer les corvées dans la perspective du but pour s'en enthousiasmer. Si vous réfléchissez bien, en fait, tout métier est fait de petits gestes. Et c'est ces petits gestes qui, mis bout à bout, donnent du sens. Donc, essayez de vous enthousiasmer de votre métier par les petits gestes en regardant finalement à quoi servent tous ces petits gestes. Troisième conseil du Père Courtois, c'est on ne fait bien ce que l'on fait qu'avec passion. Gagner de l'argent n'est pas une motivation suffisante. Alors, là-dessus, moi j'ai travaillé pendant 10 ans comme prof dans une école hors contrat, j'étais payé au SMIC, et je l'ai fait avec beaucoup d'amour, et aujourd'hui je n'ai aucun regret de l'avoir fait, et si je pouvais le faire encore, voilà, j'ai d'autres opportunités qui sont présentées à moi, mais je le ferai encore, je pense, avec grande joie. Alors, comment j'en suis venu à faire ce métier de prof payé au SMIC ? J'avais, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais dans la possibilité de faire une carrière dans la publicité, et j'ai choisi l'enseignement hors contrat, donc peut-être un des métiers qui paye le moins et où on bosse quand même vraiment beaucoup, parce que souvent on a l'impression que le prof ne bosse pas. Moi j'avoue, depuis que je suis plus prof, j'ai mes week-ends. C'est-à-dire qu'en fait avant je passais mon week-end à corriger les copies. Alors j'ai moins de vacances évidemment, mais comme je pense que j'étais pas un branleur, mes vacances je les passais à faire d'autres trucs pour des associations, pour du bénévolat, pour plein d'autres choses. Donc, qu'est-ce qui me motivait finalement ? Qu'est-ce qui me motive toujours aujourd'hui ? C'est qu'il y a un truc qui fait que quand on se lève le matin, on sort du lit, quoi. Tous les matins, j'imagine que c'est la même chose pour tout le monde. Gustave Thibon dit, voilà, le premier combat de l'homme dans la journée, c'est de sortir de son lit. C'est toujours difficile de sortir de son lit, surtout en hiver. Et quand vous vous levez pour aller faire face à des élèves qui parfois en ont rien à foutre, qui n'aiment pas l'école, qui peuvent être un peu ingrats, quand vous allez passer votre week-end à corriger des copies qui sont très inégales, qu'est-ce qui vous motive ? C'est pas l'argent, évidemment, puisque vous êtes mal payé, c'est le but. Et moi, mon but, ce que je me disais en fait quand je me levais le matin, c'est l'enfant, c'est l'avenir de l'homme. Donc en gros, si aujourd'hui je transmets bien des bonnes choses à ces jeunes, j'ai beaucoup plus de chances qu'il y ait des adultes responsables plus tard, que je sois capable justement de leur transmettre l'amour du beau, l'amour de l'effort, l'amour de notre culture, de la France, la fierté d'être français, d'être catholique. Et donc si moi ça c'est quelque chose qui me transcende, un idéal qui m'anime, si j'arrive à transmettre cet idéal à des plus jeunes, et en fait voilà, ma vie elle a du sens, c'est trop beau, et je me lève le matin pour le faire. Donc évidemment, je suis pas en train de vous dire que les difficultés financières, c'est rien du tout. C'est sûr que quand on se retrouve en fin de mois à avoir plus d'argent ou même un trou d'argent sur son compte, ça stresse. Et du coup, ça crée plein de petits parasites dans la vie qui font que du coup, tout d'un coup, l'argent devient un problème. Et pour moi, je pense qu'en fait, idéalement, à quoi ça sert l'argent ? C'est fait pour qu'il n'y ait pas besoin de penser à l'argent. C'est pas fait pour être accumulé. C'est fait juste que quand, en gros, il faut dépenser un peu d'argent, je sais pas moi, pour changer un truc qui est pété dans la maison, pour réparer la voiture, enfin, voilà, en fait, des nécessités matérielles, de trucs qui font même pas plaisir, en fait. En fait, qu'on soit pas en train de se faire du mouron et qu'on se dise, voilà, en gros, allez, de toute façon, ça sert à ça. Donc, si en fait l'argent c'est ta seule motivation dans la vie, je pense que tu vas être un esclave. Et en plus, un esclave malheureux. Parce que c'est rare dans la vie qu'on soit payé sans qu'il y ait une contrepartie. Et du coup, moi j'ai constaté que plus un boulot est moralement sale, et mieux il est payé. Parce qu'en fait, la conscience,
ça coûte plus cher, ça se monétise mieux que la force des bras. Donc, si tu aspires en fait à gagner beaucoup d'argent, tu vas devoir souvent éteindre ta conscience. Et je pense que ça va être ça va forcément créer un immense malheur dans ta vie, où tu seras obligé de décompresser avec plein d'autres trucs, je sais pas, de la drogue, du sexe, plein d'autres trucs qui te feront pas voir la misère dans laquelle tu t'es mis. Donc si tu veux être heureux, ne place pas l'argent comme étant ta priorité. Choisis dans ton travail la passion. Et tu vois, aujourd'hui, si tu fais un métier qui est vraiment un bullshit job, prends le temps de réfléchir. Ce sera ce à quoi cet épisode de podcast aura été utile. Réfléchis à ta vie et dis-toi finalement, en gros, que la seule chose qui peut te rendre vraiment heureux, qui peut te faire donner un sens à ta vie, c'est de travailler pour ce qui te passionne. Alors, je sais que c'est pas évident, mais ça se prépare, ça se fait pas forcément en un an de changer de métier, de vie, pour sa passion, mais même si ça doit prendre 2 ans, 3 ans, ça vaut le coup. Voilà. L'argent, c'est juste un instrument utile, nécessaire, mais ça peut pas être ton guide. Conseil numéro 4. Faire passer une idée dans le réel. En gros, tu vas voir que quand tu es animé d'un idéal, c'est aussi source de souffrance. Pourquoi ? Parce que les gens autour de toi ne te comprennent pas. La plupart des gens, finalement, sont souvent préoccupés par des choses assez banales. Ils pensent à leur frigo, ils pensent à ce qu'ils vont regarder le soir à la télé. Donc, du coup, toi, quand tu penses, je sais pas, la grande histoire de France, le destin de l'Europe, la civilisation, le Christ, l'évangélisation... En fait, beaucoup de gens te regardent comme un illuminé, même un mec un peu flippant. Voilà. D'ailleurs, souvent, ce sont les grands illuminés qui ont fini martyrs. Enfin, on va commencer par notre maître Jésus-Christ, et puis tous ceux qui l'ont suivi, quoi, Jeanne d'Arc, les Christéros, voilà. Souvent, les grands idéaux mènent à l'incompréhension des hommes et finissent par faire des martyrs. Donc, du coup, tu vas être confronté à plein de contradictions, à des gens qui sont pesants, qui ne te suivent pas forcément, qui sont longs à faire bouger. Et du coup, qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est que tu crois dans le but. C'est-à-dire que tu crois à la fois en toi, mais tu crois aussi dans l'idéal que tu sers. Et du coup, il faut aussi que tu crois dans ta capacité à atteindre ce but. C'est-à-dire que tu aies un peu confiance en toi. Donc, si la vie est dure, et dans la vie on est souvent déçu, on essuie des échecs, le succès n'arrive jamais aussi vite qu'on voudrait, même parfois on le voit jamais de sa propre vie. Il y a beaucoup de gens finalement dont le succès, ils l'ont eu une fois qu'ils étaient morts. Regardez, j'ai fait un podcast l'autre jour sur Jean-Marie Le Pen. Je suis allé à la cérémonie, la messe de Requiem qui a été dite pour lui à Paris. En fait, c'est une fois qu'il est mort que tout d'un coup, toute sa famille, même sa fille Marine qui lui parlait plus, se met à pleurer et on se rend compte justement de tout ce qu'il a apporté. Donc voilà, ça c'est très français, il faut attendre que quelqu'un meure pour qu'on se rende compte que ce qu'il a fait était pas si pourri. Donc voilà, n'attendez pas le succès, il viendra une fois que vous serez mort. Dans la vie, il faut beaucoup travailler. Franchement, il n'y a rien de grand qui se fait sans sacrifice, sans travail, sans effort. Donc il faut persévérer, il faut se coucher tard, il faut se lever tôt, il faut s'accorder peu de loisirs. Il va y avoir plein de gens qui vont vous décevoir, qui vont vous maltraiter, qui vont mal vous parler, qui vont dire du mal de vous. Vous allez être déçus des gens. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de ne pas subir tout ça ? C'est que vous avez un but, c'est que vous croyez dans ce but, et surtout que vous êtes capable de croire un peu en vous. Donc ça, c'est aussi le gros débat sur l'orgueil et la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est un des trucs les plus importants dans la vie. Parce qu'une personne qui est minée, une personne qui n'a plus confiance en elle, en fait, elle se rentre dans un cercle vicieux et elle va se noyer petit à petit. En fait, tout va la faire tirer par le bas. Alors, il y a plein de trucs qui minent la confiance en soi. La première chose qui mine la confiance en soi, pour moi, c'est l'école. C'est une machine à tuer la confiance en soi. Parce que dans l'école, aujourd'hui, avec le collège unique, la seule manière d'enseigner, la seule manière, en fait, pour quelqu'un de lui dire qu'il est bon, c'est qu'il ait des bonnes notes. Quelqu'un, il est bon, il a des bonnes notes parce qu'il apprend des trucs par cœur. Et il est capable de les restituer par cœur. Alors,
évidemment, je suis un peu caricatural, c'est plus compliqué que ça dans la vie, je suis pas contre le par cœur en soi, mais ce n'est qu'une faculté de l'homme, et on est plus que des mémoires. On a plein d'autres capacités qu'on doit développer, de l'expression, du sport, de la capacité à rassembler les hommes dans le collectif, à prendre sa marque, de celui qui va guider les autres, etc. Enfin, il y a faire des choses avec ses mains, il y a la générosité, il y a des qualités morales. Enfin bref, en gros, évaluer uniquement sur de la restitution écrite, c'est comme si on évaluait que 10% des qualités humaines et que les 90% des autres qualités, eh ben, en gros, on se disait, voilà, en gros, elles comptent pas. Donc, si vous n'êtes pas forcément bon dans ce modèle scolaire, on va vous dire que vous êtes une merde. On va vous faire comprendre, on va mettre des mauvaises notes, vous allez être dernier de la classe. Et du coup, vous allez petit à petit intérioriser le fait que vous êtes une merde et que vous n'arriverez à rien. Donc pour moi, c'est un grand drame, et il faut absolument être capable, alors je dis ça du coup aux enseignants, aux éducateurs, aux parents, mais même si vous êtes oncle, tante, cousin, parrain, marraine, avec des jeunes, de leur montrer qu'ils ont d'autres qualités. Donc évidemment, s'ils mémorisent très bien les choses par cœur, c'est génial, c'est très beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire, tout ça, faut les féliciter. Mais, et puis voilà, il faut aussi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas, enfin, il faut aussi éveiller le sens de l'effort, c'est-à-dire qu'il est important de faire fonctionner les têtes et que les enfants, même s'ils n'arrivent pas à apprendre leur poésie facilement, qu'ils apprennent à travers l'apprentissage de la poésie à faire des efforts pour travailler, etc. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus, il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga. Donc si vous êtes enseignant, accompagnateur, éducateur, eh bien, quand vous voyez des jeunes, essayez de mettre en valeur les autres talents qui sont extérieurs et qui ne sont pas évalués à l'école et de les faire progresser là-dessus pour en faire des êtres humains complets et pour qu'ils ne perdent pas la confiance en eux. Petite histoire que je raconte, j'avais dans ma classe de 4e des élèves qui étaient complètement éteints. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient au dernier rang, ils parlaient pas en cours, ils se faisaient tout petits, ils essayaient de pas être interrogés pendant le cours, ils levaient jamais la main, parce qu'ils se sentaient pas à leur place, ils avaient l'impression d'être largués. Et un jour, j'organise avec ma classe un atelier où on allait fabriquer un calvaire avec une association bien connue, SOS Calvaire, et chaque enfant en fait allait utiliser un ciseau à bois, etc., une masse pour sculpter le bois du calvaire. Et là j'ai vu ces élèves taciturnes qui avaient perdu toute confiance en eux, une fois qu'on leur mettait des outils dans les mains, leurs yeux s'illuminaient. Et donc je me suis dit, mais quel truc atroce qu'on fait de pas leur proposer ça plus souvent, parce que on risque à un moment donné de les détruire. Et moi j'ai vu dans ma famille, dans mon entourage, des gens détruits qui n'ont plus aucune confiance en eux. C'est un cercle vicieux, parce que les gars, si c'est des mecs, ne trouvent jamais de filles, parce que ils se trouvent, ils se disent comment je pourrais plaire à une fille. Donc du coup les gars ne font plus aucun effort pour plaire. Dans le travail, finalement, ils se disent je peux pas aspirer à un travail intéressant ou qui ait du sens parce que c'est pas fait pour moi je suis un nul. Donc voilà. Donc en fait, c'est des échecs qui s'entraînent dans l'échec. Donc il faut absolument cultiver la confiance en soi. Vous avez tous un talent que Dieu vous a donné. Vous avez tous la possibilité de mettre du sens dans votre vie. Vous pouvez pas. On n'est pas tous égaux, évidemment. On n'est pas tous. On va pas tous occuper le même rang dans la hiérarchie, mais on va tous occuper des responsabilités. Et on est tous capables de faire des choses belles. Qu'on soit handicapé, qu'on soit gâté par la vie. Le bon Dieu nous a donné des talents à chacun, et c'est justement à nous de les faire grandir. Donc, retrouvez confiance en vous et dites-vous que vous n'êtes pas une merde. Et en fait, du sabbat, il suffit de le dire et de le penser pour que les choses changent. 5e conseil du père Gaston Courtois, il nous dit il y a une loi psychologique, c'est que on ne consent au sacrifice que pour ce dans quoi on croit, et ce qui nous dépasse et nous attire, c'est ce vers quoi, justement, on va être capable de se donner. Donc, je l'ai déjà dit, et du coup, je ne vais pas m'attarder sur ce principe-là, mais c'est que dans la vie, il faut voir du sens dans les choses. Il faut que on relie, en fait, le but et ce qu'on est en train de faire.
Et moi, ça m'est déjà arrivé de faire des trucs, mais genre ultra absurdes, comme décoller des chewing-gums dans une salle qui allait servir de salle de conférence et passer presque 10 minutes à arracher un chewing-gum et à sortir une éponge, de la lessive pour nettoyer le sol. C'est genre, en fait, on se dit, mais pourquoi, genre, à 35 ans, tu fais un truc comme ça? Mais parce qu'en fait, je voulais que la salle soit belle, parce que dans cette salle, il y allait avoir des conférences extraordinaires. Et du coup, en fait, tout ça, si je le reliais, j'étais capable, en fait, de muser à une tâche un peu vraiment débile, parce que je voyais quelque chose de grand derrière. Donc, c'est vraiment ça, en fait, et je pense que là aussi, quand on est un chef et un leader, c'est important de transmettre ça à ses hommes. C'est qu'en fait il faut leur faire comprendre que toutes les petites choses qu'ils vont faire, que ce soit mettre le couvert, que ce soit préparer des affaires, que ce soit faire du ménage, que ce soit s'occuper de classer des données dans un tableau Excel ou quoi que ce soit, et bien en fait on les fait pas pour elles-mêmes, on les fait pour autre chose. 6e conseil, ne pas avoir peur d'être passionné, d'avoir son cœur pris par la tâche, c'est ça qui donne de la force pour monter les côtes. Mais en fait, c'est souvent dans notre société, c'est très mal vu d'être passionné. C'est très mal vu de justement d'être un peu un illuminé. On aime bien des gens un peu cyniques, des gens qui croient pas trop dans ce qu'ils font, des gens qui sont capables de se moquer un peu de tout. Je me souviens une fois d'avoir assisté à une conversation avec des gens qui étaient les responsables de communication d'un parti politique de droite. Et alors, le problème, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui sont responsables de communication de parti de droite, donc ce n'est pas vous, les amis, dont je parle, ce sont plutôt les gens de l'autre équipe que vous n'aimez pas forcément. Bref. Et ces gens-là parlaient des femmes, de la politique, de l'argent, de manière ultra cynique. Et j'ai eu vraiment une sorte de vision d'horreur, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ces gens ne croient pas du tout dans les idéaux, dans le grand discours de ce parti. Et c'est ultra moche, quoi. Voilà, en fait, ils ont l'impression d'être cool parce que ils prennent tout à la rigolade au second degré. Mais moi, ça me faisait gerber. Je préférais 1000 fois, en fait, les bénévoles avec qui j'ai l'habitude de bosser pour Academia Christiana, qui sont des gens parfois qui ont une vie assez simple. Pour beaucoup, sont des gens qui ont des métiers d'artisans, etc., qui ne brillent pas dans des salons parisiens. Mais en fait leur compagnie et leur présence m'est 1000 fois plus cher. Enfin, je suis tellement plus impressionné et élevé par mes amis qui sont humbles et qui ils sont capables de donner du cœur à la tâche que par des mecs qui font un peu les malins bling bling dans des soirées parisiennes, mais qui sont des gros cyniques. Donc voilà, soyez passionnés, croyez dans ce que vous faites, refusez le cynisme de prendre les choses comme si c'était juste du marketing. Enfin voilà, soyez pas une vision utilitaire des choses. Alors, il faut croire, 7e conseil, croire dans sa capacité à atteindre le but, croire que les choses sont possibles malgré les risques, c'est le premier pas. Effectivement, il y a un adage qui dit il faut pas jouer contre son camp. Qu'est-ce que ça veut dire jouer contre son camp? C'est qu'envoyer un objectif, c'est d'abord de regarder tout ce qui va être un obstacle à cet objectif. C'est de voir en premier toutes les difficultés. Et du coup, forcément, comme il y a tellement de difficultés qui se montrent à nous, on décide d'abandonner le projet. Parce que on voit qu'il va y avoir des financements à trouver, que peut-être des gens vont nous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit, je sais pas, moi j'en sais rien, le maire il nous aime pas, donc il va peut-être nous embêter, l'évêque lui aussi croit pas trop dans le projet, donc il risque aussi de nous mettre des bâtons dans les roues, on risque de pas réussir à trouver les bons partenaires pour faire ça. Bon, en fait, en gros, laissez tomber les gars, on rentre tous à la maison, on va se coucher, on va regarder une série Netflix, on va rien faire. Donc non, en fait, il faut commencer par regarder l'objectif qu'on veut atteindre, sa beauté, sa grandeur, et puis après, petit à petit, on va régler chacune des tâches, une par une. Et évidemment qu'il va y avoir des risques et des obstacles, mais en fait, il n'y a pas de choses qui se font sans risque et sans obstacle. Tout dans la vie est semé d'embûches. Donc de toute façon, les embûches, c'est la vie. Il faut accepter ça, il faut faire preuve de courage, de détermination, de persévérance.
Le 8e conseil, celui qui ne croit pas dans le succès est battu d'avance, son scepticisme démoralise tout le monde. Alors moi, ça me fait penser à une phrase, je sais plus exactement dans quel contexte elle a été écrite, mais c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Je crois qu'on doit vraiment fonctionner comme ça. Je crois que c'est très français. Hein. Impossible n'est pas français. Et on doit dégager les mecs qui démoralisent tout le monde en disant ouais non c'est pas possible, ça sert à rien. À quoi bon faire ça? De toute façon tout est foutu. Le pays est pourri. Les Français sont tous des cons. Voilà c'est le déclin. De toute façon tout va s'effondrer. Enfin mais les gars en fait tirez-vous une balle directe en fait. Je déteste les gens comme ça. Enfin, je les déteste pas en soi, mais je déteste ce genre de discours. En fait, non. Si tout est foutu, ouais, effectivement, on va tous se pendre en fait. Voilà, séance générale de pendaison, chacun accroche sa corde et hop, c'est parti. Non. En fait, dans la vie, il faut avoir une sorte d'obsession de la victoire et de se dire mais en gros, non, je vise le succès et peut-être que je l'atteindrai pas parce qu'il faut pas être non plus naïf et on sait très bien qu'on peut perdre. Mais c'est comme si le gars il monte sur le ring pour faire un combat de boxe en disant qu'en gros il a aucune chance de gagner. Bah oui, là, clairement le mec il va pas gagner du tout, il va se faire défoncer direct. Si vous rentrez sur le ring en disant putain le gars je vais l'exploser, je vais me battre. Alors, vous savez très bien qu'en fait le gars en face de vous il fait le même poids que vous, il est bien entraîné et tout, donc vous n'êtes pas non plus complètement naïf. Mais en fait, vous allez avoir en fait dans un combat de boxe il y a souvent des moments de bascule qui sont de l'ordre psychologique, qui sont pas que physiques. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a des moments où on est justement sur le point de bascule physique. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a vraiment l'impression, soit au niveau de son souffle, de son cardio, soit au niveau de la douleur, que c'est la fin. Qu'en gros, il est temps de s'arrêter, d'arrêter d'accepter la défaite. Et c'est justement en fait, ces moments-là qui sont les points de bascule psychologiques. En gros, si à un moment donné, vous, avec votre volonté, vous dites « Non, je ne suis pas fatigué. Non, je n'ai pas mal », vous allez continuer de vous battre. Et peut-être que c'est à ce moment-là que l'autre, lui, psychologiquement, va dire « Non, j'ai trop mal. Non, je suis trop fatigué. » En fait, c'est ces petits points de bascule qui, dans la vie, peuvent faire la différence. Donc, croyez, ayez foi dans le succès de la chose, parce que sinon, ça sert à rien de commencer. 9. L'audace. Ce qui fait la différence avec les autres, c'est la foi. Et c'est exactement ce que je disais à l'instant. Qu'est-ce qui va animer des chefs qui vont aller à la victoire? C'est parce que ces chefs sont animés d'une foi en eux. Quand vous voyez en fait dans tous les combats de l'armée américaine, où l'armée américaine s'est fait piler par les Afghans, par les Vietnamiens, en fait c'est quoi la différence? C'est qu'en gros il y en a, ils sont soldats juste pour le fric. Enfin, je suis méchant. Évidemment, il y a des soldats américains qui avaient la foi et tout. Hein, c'est pas du tout. Mais en gros, si on caricature un peu les choses, on va dire vous avez une armée américaine qui est une armée, en fait, elle obéit un peu aux ordres de l'Empire américain, de cette logique et tout, mais est-ce que vraiment on va mourir pour cette logique capitaliste de l'Empire américain? Alors, il y en a qui voient du patriotisme et tout, enfin voilà, encore une fois, les choses sont pas blanches, noires, etc. Mais il y a un peu cette logique-là, quoi. En gros, les États-Unis, c'est un pays empire et un empire fondé sur l'économie. Donc, ça fait pas trop rêver. Et du coup, le Vietnamien, en gros, lui, en fait, il croit dans ses ancêtres, dans son autonomie, dans sa résistance. Il est David contre Goliath. Donc, en gros, le gars, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à tenir un ennemi qui est plus armé que lui, qui est plus fort, plus résistant? C'est parce qu'il y croit. Et vous voyez qu'en gros, la première chose qu'on fait justement pour démoraliser des peuples, enfin, plutôt pour battre des peuples, c'est qu'on les démoralise. C'est qu'en gros, on leur fait croire que tout est foutu, qu'ils sont bons pour aller à la casse, pour la maison de retraite. Je crois que c'est vraiment un truc civilisationnel de fou, que nous, les Européens, nous soyons aussi persuadés d'être des merdes. Et c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, en gros, on nous l'a fait croire. C'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où avec le principe de Godwin, avec la diabolisation du national-socialisme, et voilà, etc., qu'on nous dit finalement, en gros, si vous croyez dans l'Europe, si vous croyez dans votre civilisation, si vous croyez dans votre héritage, si vous croyez que vous pouvez être encore quelque chose dans le monde, en fait, vous êtes des nazis. Vous êtes des horribles mecs. Donc, du coup,
en fait, voilà, comprenez les mecs qu'aujourd'hui c'est fini l'Europe. Aujourd'hui, c'est la Chine, c'est l'Amérique, c'est l'Afrique, c'est l'islam, c'est ce que vous voulez. Mais vous devez la fermer parce que vous avez fait trop de mal sur cette terre. Donc on cherche à vous démoraliser, à vous faire croire que voilà, vous êtes, de toute façon, vous êtes des bons à rien, et on vous fait perdre la foi. Et en fait, justement, qu'est-ce qui fait qu'un peuple peut arriver à des merveilles ? C'est la foi. Justement, peut-être une des forces de l'islam, c'est une religion un peu simpliste, mais voilà, vous avez des musulmans, ils ont la ferveur. Quand vous regardez les combattants de MMA d'Europe de l'Est qui sont musulmans, les mecs, en gros, c'est des énormes athlètes, et ils croient dans l'islam, etc. Mais voilà, en gros, en fait, nous, si on retrouve la foi en Jésus-Christ, mais aussi la foi en nous-mêmes, et en fait, on va faire des merveilles. Regardez les saints, en fait, lisez les histoires, les vies des saints. En fait, j'ai lu cette semaine, je vous en parlais, la biographie de Jeanne d'Arc. C'est juste extraordinaire, en fait. C'est la plus grande chose qui soit. C'est en fait d'avoir des êtres animés par la foi. C'est ça qui va faire la différence. Qu'est-ce qui va nous sauver ? C'est pas un bulletin dans une urne, c'est la foi. Voilà. Mon Dieu, donnez-moi la foi. Il faut aimer la grandeur, 10e conseil du père Gaston Courtois. Il faut aimer la grandeur, il faut aspirer aux grandes choses, il faut aimer la beauté, il faut admirer en fait les grands hommes, les grandes œuvres, les grands destins, les grands projets. Il faut sortir de la petitesse, des petits rêves étriqués. Il faut tout voir en grand. Alors, moi, j'ai parfois un peu cette tendance-là qui fait peur à des gens qui bossent avec moi. Ils disent non mais où est-ce que tu nous emmènes encore ? Tu vas nous faire des trucs. On va encore en chier. Non, hors de question. Je signe pas. Voilà. Non mais si en fait les gars, aimez la grandeur. Et essayez de transmettre cet amour de la grandeur aux autres. Vous allez voir, vous allez vivre une vie extraordinaire. Et évidemment, parfois, il faut être capable d'être déçu, de pas y arriver. Mais c'est ça qui doit nous nourrir. Hein. On doit nourrir nos âmes avec des épopées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on lit aux enfants, qu'on lit les grandes l'Iliade, l'Odyssée, Chrétien de Troie. Enfin, il faut en fait être nourri de chevalerie, de mythologie grecque, d'histoire, de l'histoire romaine, de l'histoire de la chrétienté, de tous les grands héros, de tous les grands saints. Enfin, il y a des choses tellement merveilleuses dans l'opéra, dans toute la culture de la littérature française, européenne, qui sont vraiment absolument extraordinaires. Dernier conseil, il ne faut pas être seulement un rêveur, parce que là, effectivement, je vous ai parlé des rêves de grandeur, mais il faut aussi mettre toutes les chances de son côté. Donc là, on revient finalement à l'épisode de la semaine dernière, le sens du réel. Hein, il faut être capable d'être un bon logisticien, de penser aux choses très pratiques qui vont vous faire gagner. Donc typiquement, si je reprends l'image et l'allégorie du combat de boxe, qu'est-ce qui fait qu'on gagne un combat de boxe ? C'est parce que on s'est beaucoup entraîné, parce que on a bien travaillé, etc. Donc il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est pas les grands rêves ne suffisent pas à remplacer le travail, mais il faut pas non plus être le pur logisticien blasé. Il faut être ambitieux, il faut avoir un idéal élevé. En fait, c'est les deux qui vont vraiment s'alimenter, qui vont faire de vous un excellent chef. Alors, passons maintenant aux réflexions personnelles. Donc, en gros, ça, c'est un peu des questions qu'il faut se poser. Des questions, en fait, que chacun d'entre nous va se poser pour essayer de mieux se connaître soi-même et de faire le bilan et puis de voir comment est-ce qu'on peut corriger. Donc, la première question, dit le père Gaston Courtois, c'est pourquoi est-ce que tu veux être chef ? Est-ce que tu veux être chef parce que ça te fait plaisir d'être regardé comme le chef, donc voilà, d'avoir des galons sur les épaules, de commander, de donner les ordres ? Ou est-ce que tu es chef parce que tu veux faire de ta vie quelque chose de beau et d'utile ? Deuxième question. Essaye de préciser ton idéal de vie en quelques lignes. En gros, c'est quoi ? Tu aspires à quoi ? C'est quoi le but de la vie ? C'est quoi le but de ton existence ? Qu'est-ce que tu veux avoir fait une fois que tu seras mort ? Petite chose que je vous raconte. Il m'était arrivé d'avoir une sorte un jour, je marchais pour aller travailler dans la boîte de pub dans laquelle je bossais. J'étais dans mes pensées et tout d'un coup l'horrible pensée me vient de me dire mais qu'est-ce que t'as fait dans ta vie ? Je devais avoir 24-25 ans et je me suis dit oh la vache, j'ai rien fait. Enfin en fait j'ai rien fait par rapport aux biographies militaires ou etc. de héros que je lisais. Je me suis dit en fait il y a des gars à mon âge 25-26 ans
ils ont déjà tué des mecs, ils ont déjà fait la guerre, ils ont déjà gagné des batailles, ils sont à la tête d'un commando, etc. Moi, j'ai rien fait de tout ça. Et quelques semaines après, j'ai appris que ma femme était enceinte, et du coup, déjà, en fait, surtout à la naissance de mon premier fils, je me suis rendu compte que ma vie avait basculé. C'est en fait, en gros, ce petit enfant portant dans les bras, je me disais, putain, là, en fait, je vis plus pour moi. Il y a un truc qui est sorti de moi. Enfin, c'est sorti de ma femme, mais on se comprend. Ce petit être, eh bien, il porte en lui quelque chose d'extraordinaire. Et donc, du coup, voilà, maintenant, en fait, je ne vis plus pour moi, je vis pour un autre. Et ça, déjà, ça donne un sens à ma vie. Et deuxième chose qui donne un sens à ma vie, c'est, en fait, de transmettre. En fait, dans le fond, c'était une discussion que j'ai eue l'autre soir avec ma maman. Elle me disait, voilà, une belle phrase, c'est être caillou pour le petit pousset et être petit pousset pour le caillou. C'est en gros, en fait, c'est chacun va s'apporter quelque chose, va donner un sens à l'autre, c'est-à-dire que le petit pousset il donne du sens au caillou et le caillou permet au petit pousset de retrouver son chemin. Et en fait, c'est ça pour moi la transmission, c'est donner un sens dans la vie aux choses. Et en fait, on est des poussières dans l'univers, c'est-à-dire qu'en gros là, en fait, si on réfléchit tous à la durée de notre vie par rapport à la durée de l'univers, en fait, on représente rien. Donc à quoi ça sert ? En fait, en gros, c'est parce que justement, ces petites poussières vont transmettre quelque chose. Et donc moi, ce qui vit en moi, c'est tout l'héritage de mes ancêtres, de mes grands-parents, arrière-grands-parents, qui ont fait des guerres, qui se sont battus, qui ont vécu un labeur, etc., qui ont porté des choses magnifiques, qui sont des grands Français ou des grands Européens, et même si c'était parfois des petites gens toutes simples. Et moi, en gros, je dois porter ça en moi pour que mes enfants portent ça aussi en eux, et mes enfants au sens large, c'est-à-dire en fait mes enfants, c'est tous ceux à qui je vais transmettre. Donc voilà, réfléchis à ton idéal. Qu'est-ce que c'est que ton idéal de vie ? As-tu une devise ? Et si oui, y penses-tu de temps en temps ? Est-ce qu'elle te stimule ? Autrefois, tous les chevaliers avaient une devise. Ils avaient quelque chose qui était un peu ce qui les animait, donc je sais pas, ça peut être plus ultra pour les Habsbourg, ça peut être si omnes ego non, voilà, si tout le monde trahit, moi pas, etc. Moi j'aime bien la devise de Jeanne d'Arc, les hommes d'armes combattent, Dieu donne la victoire. En gros, en fait, toi, ton rôle ici sur Terre, c'est de te battre. La victoire, ça dépend pas de toi, c'est Dieu qui la donne. Es-tu capable de te passionner pour une belle cause ? Est-ce que, justement, tu penses parfois à un idéal élevé ? Est-ce que ça te passionne ? Est-ce que ça t'anime ? C'est pas forcément que la politique, hein. Ça peut être l'art, ça peut être la France, ça peut être l'histoire, ça peut être la transmission, l'éducation, tout ça, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime ? Ça peut même être le sport. Hein. Es-tu facilement satisfait de toi-même ? Et donc là, en gros, idéalement, si vous avez l'impression d'être facilement satisfait de vous-même, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Il faut parfois être capable de voir en soi ce qui ne va pas, parce que ça doit justement nous pousser à nous améliorer constamment. Es-tu désireux d'améliorer la société et de changer le monde ? Est-ce que tu es conscient que t'es pas juste là pour être un consommateur, un spectateur, pour en gros goûter le plaisir de tout ce qui a été fait par le passé pour toi ? Est-ce que tu penses, donc ça c'est la 7e question, que tu dois laisser le monde un peu plus beau que quand tu l'as trouvé. Parce qu'en fait, si tout le monde se dit en gros, je me satisfais de ce que les ancêtres ont fait pour moi, et moi, c'est pas mon devoir d'apporter quelque chose de plus au monde, eh bien c'est comme ça que justement une société est en déclin, et c'est pour ça justement d'ailleurs qu'aujourd'hui notre société est en déclin. Donc qu'est-ce qui va changer les choses ? C'est que tu te dises que, en gros, ton devoir, c'est de laisser le monde un peu plus beau que tu l'as trouvé, et que tu peux le faire. Est-ce que tu aimes les vastes horizons ? Est-ce que tu aimes la montagne ? Est-ce que tu aimes la mer ? Est-ce que, finalement, les grands opéras ? Est-ce que tout ça, ça te... Voilà, est-ce que quand tu écoutes Wagner, tu as envie d'envahir la Pologne ? Non, blague à part, c'est voilà. En gros, est-ce que tu es un peu animé par des choses grandes ? Est-ce que tu crois en ce que tu fais, ou est-ce que ton métier n'a aucun sens ? Pose-toi vraiment cette question, elle est ultra importante. Choisis quelque chose dans lequel tu crois. Est-ce que tu te décourages facilement ? Est-ce que dès que tu as une contradiction, tu as tout envie d'abandonner ? Ou est-ce que tu es capable de surmonter ça ? Est-ce que tu prends les choses au sérieux ? Est-ce que tu es un gros cynique ? Est-ce que, en gros, quand tu parles à des gens dans ton métier,
tu leur parles en les prenant vraiment au sérieux ou est-ce que tu les prends pour des cons? Et dernière question, est-ce que tu es généreux ou est-ce que tu es égoïste? Est-ce qu'en gros, tu es capable de te donner, de te sacrifier, de ne pas compter tes heures, de te dépasser, ou est-ce que tu penses d'abord à toi, à ton petit confort et à ton fric? Voilà, pose-toi ces bonnes questions. Dis-toi voilà, que nul n'est parfait là-dedans. Je les ai posées de manière un peu dure, peut-être un peu clash, mais moi aussi, je suis très imparfait. Donc voilà, c'est l'occasion là de s'examiner et de chercher à faire mieux. L'exercice de la semaine, c'est d'énumérer les raisons pour lesquelles la vie vaut d'être vécue. C'est beau. La discussion à mener cette semaine, donc si tu as des potes qui écoutent le podcast, et puis si tu n'en as pas, c'est l'occasion justement de faire écouter le podcast à tes potes. Pourquoi le métier de chef est-il un beau métier ? Alors, je vais finir par la biographie de la semaine. C'est la biographie de Jeanne d'Arc. Alors, le Père Courtois nous recommande celle de Gabriel Hanotaux et les éditions Sainte-Madeleine nous recommandent celle de Régine Pernoud parce qu'elle est plus facile à trouver. Peu importe, moi j'ai trouvé celle de Régine Pernoud pour 1,50€ d'occasion. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, c'est très historique. Ça parle énormément de personnages qui, moi, qui ne suis pas un historien, ne me disaient absolument rien. Et c'était génial, parce que ça nous replonge déjà dans une histoire de France qui est très lointaine et d'un pays qui était en gros en train de disparaître. C'est-à-dire qu'en gros, la France, à l'époque de Jeanne d'Arc, c'était juste totalement morcelé, c'était hyper dangereux. Vous pouviez vous faire attaquer par des bandes d'Anglais, de Bourguignons, quand vous traversiez d'une ville à l'autre. Il y avait plein de villes qui étaient prises. Le roi de France n'était même pas sacré. Enfin, en fait, en gros, le roi de France, d'ailleurs, je pense, était grosso modo persuadé que c'était la fin. En fait, que là, il allait rendre la couronne à l'Angleterre et que c'était fini. Et là, vous avez une gamine. Donc déjà, une gamine qui est d'origine paysanne, bergère. Alors, les paysans, les bergers sont des gens qui sont pas des débiles, qui sont bien, qui connaissent leur foi, leur catéchisme. Enfin, en fait, l'Église éduque les gens et les fait... en fait, en gros, je pense que concrètement, quand on voit aujourd'hui l'état de notre société totalement absurde, je pense que voilà, le paysan du Moyen-Âge, contrairement à l'image qu'on en a, est 10 fois plus civilisé que les Mongoliens qui plantent des gamines innocentes avec des coups de couteau aujourd'hui. Je dis ça parce que c'est arrivé cette semaine. Mais en fait, ça arrive tous les jours. Donc, Jeanne d'Arc, voilà, c'est une enfant. En fait, c'est une enfant quand elle a cette révélation de Dieu et elle a une sorte de foi. En fait, et c'est pour ça justement que c'est la biographie à lire de la scène, c'est qu'elle a une foi énorme. Foi en Dieu, mais foi dans sa mission. Et en fait, tout ça ne fait qu'un, en fait, parce que sa mission, c'est Dieu qui lui donne et tout. Qui l'a fait se dépasser et faire des choses absolument extraordinaires. Et moi, en fait, c'est ça qui m'a vraiment impressionné. Déjà, c'est parce que souvent, l'image qu'on a de Jeanne d'Arc aussi, c'est un peu une image d'Épinal. En gros, on se dit, est-ce que Jeanne d'Arc a vraiment existé ? C'est un peu un personnage de la littérature. En fait, si, elle a vraiment existé. Et c'est ça qui est encore plus fou, quoi. C'est de se dire, en gros, cette personne-là a changé le destin de la France. C'était une femme, c'était une enfant, c'était une paysanne. Et la France était dans un état pire que celui de la France d'aujourd'hui. Parce que, en gros, la France n'allait bientôt plus exister du tout. Et donc, du coup, avec un courage immense, elle s'adresse au roi de France, mais déjà, pour atteindre l'oreille du roi de France, ça a été un parcours du combattant. Elle est d'une détermination exemplaire. Et du coup, voilà, je pense que c'est ça qui doit nous faire méditer notre rôle de chef. Donc voilà, je vous lis quelques citations un peu de Régine Pernoud. Jeanne d'Arc, à peine sortie de l'adolescence, réussit à lever le siège d'Orléans en moins de 10 jours. Un fait d'armes qui laisse tous ses contemporains ébahis. Malgré son jeune âge, Jeanne fait preuve d'une autorité naturelle et d'une sagesse stratégique qui surprennent les plus aguerris des capitaines. À 17 ans, cette humble bergère de Don Rémy se présente devant le roi Charles VII, le convainc de sa mission divine et prend la tête de ses armées. Un exploit sans précédent pour une jeune fille de son époque. Alors, en fait, pour une jeune fille de toute époque, en fait, c'est juste incroyable. Elle se sentait investie d'une mission divine, persuadée que la cause était juste et que Dieu la soutenait dans sa tâche de libération de la France. Rien ne pouvait ébranler sa foi en la grandeur de sa mission. Elle avançait avec une assurance qui inspirait ses troupes. Vous voyez, en gros, le courage se communique
En fait, quand on croit dans la grandeur de la mission, eh bien, en fait, on va animer d'autres gens avec nous. Jeanne possédait une certitude intérieure inébranlable, une foi qui transcendait les doutes et les obstacles. Sa vision claire de la mission divine qui lui était confiée la rendait imperméable aux critiques et aux peurs. Voilà, chers amis, donc je vous invite vraiment à vous intéresser au personnage de Jeanne d'Arc. Lisez sa biographie, regardez des films qui ont été faits sur elle, mais je trouve les biographies historiques, c'est pas mal parce que ça nous sort du côté légende et ça nous montre que tout ça a vraiment existé avec plein de témoignages d'époque. Ça remet les choses dans une perspective réaliste. Et enfin, petite pensée pour animer votre réflexion de la semaine, elle est de Louis XIV. Pour venir à bout des choses, le premier pas est de les croire possibles. À la semaine prochaine dans le Retour au réel.